Nous allons donc voir les guerres de l'ex-Yougoslavie. Cet épisode fait suite à l'épisode sur l'histoire de la Yougoslavie, des origines de sa création à son éclatement en 1991. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille fortement, mais alors fortement de le regarder avant de voir cet épisode, car il va y avoir beaucoup de références historiques que je ne vais pas réexpliquer dans cet épisode. Je vais quand même faire un très court résumé de la situation. Merci. La Yougoslavie avait, selon la formule célèbre de Tito, 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. En 1989, avant d'éclater, la Yougoslavie était une république fédérale de 6 républiques avec la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie. Ce pays, la Yougoslavie, ou plutôt la République fédérative socialiste de Yougoslavie, est dirigée par un seul parti politique, le Parti communiste yougoslave. Chaque république a son président et la Yougoslavie une présidente tournante. Au sein de la Serbie, nous avons 2 régions autonomes, la Vojvodine et le Kosovo, où la population serbe est minoritaire. Slobodan Milosevic arrive au pouvoir de la Serbie, alors bien que communiste, il est en réalité plus nationaliste serbe que communiste. D'ailleurs, il change son parti communiste en parti socialiste de Serbie, il mène une campagne populiste contre les Albanais du Kosovo. Royaliste, syndicaliste, communiste, radicalistes, ils veulent tous t'embrigader contre quelque chose. Il fait perdre l'autonomie de ces 2 régions, Vojvodine et Kosovo, et met au pouvoir du Monténégro un de ses proches dans le but flagrant d'étendre son pouvoir afin de faire de la Yougoslavie une grande Serbie. Bien évidemment, les autres républiques ne voient pas cela d'un bon œil et lors du 14e congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie, en janvier 1990, l'ensemble des membres de la Slovénie et de la Croatie ont claqué la porte et quitté le parti. C'est ainsi que la crise politique qui mènera au conflit a démarré. C'est maintenant qu'elle va commencer la bagarre. Malheureusement, oui. Alors, évidemment, tout cela est extrêmement simplifié. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, allez voir le premier épisode si vous voulez mieux comprendre comment tout cela est arrivé. Ça, tu l'as déjà dit. Je sais, mais c'est important. Bon, il faut savoir aussi que les populations ne sont pas réparties dans chacune de leurs républiques. Il y a des Serbes qui habitent en Croatie, des Croates qui habitent en Bosnie, etc. etc. C'est logique puisque normalement, ce n'est qu'un seul et même pays, la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Évidemment. Mais surtout, le pays, depuis le début des années 80, subit une crise économique importante. Alors, début 1990, les premières élections multiparties depuis près de 50 ans sont organisées dans les 6 républiques. Ce sont des partis nationalistes qui vont remporter les élections en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Slovénie et en Macédoine. En mai 1990, ces élections mettent donc au pouvoir de la Croatie le parti de l'Union démocratique croate, extrêmement conservateur et nationaliste avec à sa tête Frano Tuđman. Le jour de son élection, les discours sont très orientés sur le nationalisme et la religion. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tuđman dolazi pred građane. Ce nouveau gouvernement va remplacer la plupart des fonctionnaires serbes par des Croates et va vouloir la suppression de l'alphabet cyrillique dans les documents administratifs. Ça va sûrement être très apprécié. Ah, effectivement, les Serbes de Croatie ne vont pas apprécier du tout. En Croatie, dans la ville de Knin, à majorité serbe, la police refuse de porter les nouveaux symboles de la Croatie, le nouveau drapeau croate étant très similaire du drapeau de l'État dirigé par les Ustashi pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors même si le Čaunica, ou l'échiquier croate si vous préférez, a été inversé pour justement se distinguer du symbole des Ustashi. J'avoue que la différence m'échappe. Alors c'est vrai qu'il faut le savoir pour le remarquer. Quoi qu'il en soit, la population des villes serbes, comme Knin, soutiennent les policiers et rapidement apparaissent des barricades avec des discours clamant que les Serbes sont en danger et que les Croates veulent les attaquer. Ustaške horde atakuju na srpska sela, na srpske žene i decu. Ustaške horde nastoje da dovrše ono genocid nad srpskim narodom. Dans le même style de ce que l'on a vu pour le Kosovo. Ah oui, je vois le genre. Le nationalisme prend de plus en plus d'ampleur dans les républiques de la Yougoslavie, ce qui va se cristalliser avec le match de foot du Dinamo de Zagreb, croate, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, serbe, qui se transformera en une émeute où plus de 60 personnes seront blessées. La Croatie commence alors à introduire clandestinement des armes pour sa police et créer des milices locales. Alors, pour l'instant, l'armée yougoslave, bien qu'opposée à avoir une armée à être levée dans leur pays, décide de ne pas intervenir militairement. Quelles que soient leurs origines, les hauts dirigeants de l'armée ne peuvent se résoudre à une guerre civile et espèrent encore conserver le pays uni. Il n'y a donc pas encore de véritable conflit, mais la tension monte petit à petit.
Bon, il arriverait un accident que ça m'étonnerait pas. Quoi qu'il en soit, la Slovénie et la Croatie veulent se séparer de la Yougoslavie. En Slovénie, un référendum avait d'ailleurs été organisé en décembre 1990, où les Slovènes avaient voté à 94,8% pour l'indépendance. Juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent donc conjointement leur indépendance, et dès la déclaration d'indépendance, la police slovène prend contrôle des frontières et renvoie les représentants de la Yougoslavie. Ça va déplaire. Forcément, car le gouvernement yougoslave, entre les mains de Milosevic, refuse de reconnaître ses indépendances. L'armée yougoslave, qui a des casernes sur place, se déploie en Slovénie pour reprendre le contrôle des frontières. Mais la police et les milices slovènes encerclent rapidement leurs casernes et bloquent les routes. Les tanks sortent pour briser ces blocages. Les premiers échanges de tirs arrivent rapidement, faisant les premières victimes de guerre, morts et blessés. Alors que je rappelle que dans l'armée yougoslave, vous avez aussi des Slovènes. Donc l'armée yougoslave doit maintenant décider s'il doit y avoir une intervention globale, tanks, avions, etc., pour soumettre la Slovénie. Le Conseil européen envoie une délégation pour essayer d'arrêter ce conflit, et finalement, un accord est trouvé, et Milosevic accepte l'indépendance de la Slovénie. Mais je me demande pourquoi. En réalité, Milosevic n'est pas intéressé par la Slovénie, étant donné qu'il n'y a quasiment pas de Serbes. Il pense même que si la Slovénie fait sécession, cela servirait ses intérêts. L'armée fédérale se retire complètement de Slovénie le 26 octobre 1991. La guerre de Slovénie était terminée. Celle de la Croatie avait déjà commencé. Mai 1991, dans la ville de Vukovar, proche de la frontière, les locaux serbes avaient là aussi installé des barrages sur les routes pour empêcher les Croates d'entrer dans leur ville. Sur instruction du gouvernement récemment élu de la Croatie, des escarmouches de nuit ont été menées contre les Serbes. Pour se venger, les milices locales serbes vont tendre une embuscade à 2 bus de policiers croates. 12 policiers croates seront tués et 22 seront blessés. Oh, comme c'est triste. Le président Tudjman annonce la mobilisation pour officiellement défendre le territoire de la Croatie. L'armée yougoslave, qui n'ayant plus de Slovènes ni de Croates, est maintenant plus une armée serbe que yougoslave, lance une offensive pour officiellement défendre les Serbes de Croatie. L'armée lourdement équipée de tanks, d'avions, etc. n'a pas eu de grandes difficultés à conquérir les villes et villages croates. Les forces croates étant faibles, ils vont mettre une grande partie de leurs forces dans la ville de Vukovar. Oh, c'est une ville très ancienne. Oui, et malgré son côté historique, elle subira comme beaucoup d'autres les effets dévastateurs de la guerre. L'armée yougoslave subira malgré tout un nombre important de désertions. Les Serbes ont alors formé des milices paramilitaires composées uniquement de nationalistes serbes. Ces milices vont commencer à faire des exactions sur les populations locales croates. C'est à partir de ce moment-là qu'un terme va être prononcé pour la guerre de Yougoslavie, le terme de nettoyage ethnique. C'est exactement le mot que je cherchais. La question restait de savoir si l'armée devait ou pas conquérir Zagreb, la capitale de la Croatie. Alors que l'allié historique de la Serbie était la Russie, qui était à ce moment-là en pleine dislocation, la Croatie, elle, pouvait demander et certainement obtenir une intervention militaire des Occidentaux. Comme pour la Slovénie, l'Union européenne, à l'époque c'est la CE, va envoyer une délégation pour négocier une paix. Ils vont proposer que chaque république devienne indépendante, ce que Milosevic refuse, il bloque complètement. Et c'est celui qui bloque tout. Oui, car son plan est de créer une grande Serbie incluant tous les territoires à majorité serbe, aussi bien en Bosnie qu'en Croatie. Les affrontements vont s'intensifier pendant les négociations avec des deux côtés des exactions et massacres de civils. Il y aura des sanctions contre la Serbie qui auront peu d'impact et une multitude d'accords de cessez-le-feu qui ne seront jamais maintenus. L'armée yougoslave serbe va prendre après d'âpres combats la ville de Vukovar, mais la ville est presque complètement dévastée. Pour malheureux de voir une destruction pareille. Face aux images de désolation de la ville, l'Allemagne, alliée historique de la Croatie, va décider de reconnaître officiellement la Slovénie et la Croatie. Et le 15 janvier 1992, la CE, sous pression de l'Allemagne, va formellement accepter d'accorder à la Croatie la reconnaissance diplomatique. Le 15e accord de cessez-le-feu va être signé, mais la Croatie ayant dorénavant une reconnaissance diplomatique, il sera cette fois-ci supervisé par les forces de protection des Nations Unies. Cette force militaire sera aussi déployée en Macédoine pour protéger le pays et superviser les frontières, car pendant le conflit, la Macédoine a aussi déclaré son indépendance, mais sans pour autant avoir déclenché de conflit avec la Serbie. La situation n'était pas la même. Oui, c'était différent, car ce territoire étant le plus pauvre de la Yougoslavie, la Macédoine souhaitait donc garder de bonnes relations avec la Serbie. D'ailleurs, les Serbes de Macédoine se sentaient majoritairement proches des Macédoniens, les deux étant opposés à la minorité albanaise du pays. Donc tout s'est fait en accord avec Milosevic et en avril 1992, l'armée populaire yougoslave quitte donc la Macédoine sans aucun heurt.
Donc, la Macédoine, la Slovénie et la Croatie ne font plus partie de la Yougoslavie. Et sur le terrain, la Croatie a perdu un tiers de son territoire après un conflit qui aura coûté la vie à des milliers de personnes. Hélas. La Yougoslavie était composée maintenant de la Serbie, incluant la Voïvodine et le Kosovo qui, eux, ont perdu leur autonomie, le Monténégro qui n'est plus qu'une république satellite de la Serbie, et enfin la Bosnie-Herzégovine. Cette dernière, dont la capitale est Sarajevo, était composée, selon le dernier recensement yougoslave de 1991, d'environ 35% de Serbes, 18% de Croates et 45% de Bosniaques musulmans. La Bosnie-Herzégovine était donc à ce moment-là un microcosme de la Yougoslavie. Mais lors des élections, c'est le parti bosniaque qui est arrivé en tête et début 1992, après que la Slovénie et la Croatie sont devenues indépendantes, ils souhaitent eux aussi quitter la Yougoslavie, déclarant qu'ils ne veulent pas être sous domination serbe. La Bosnie-Herzégovine veut donc obtenir son indépendance. Et logique. Qu'est-ce qu'il est moche. Un référendum est organisé en mars et 99% des votes sont favorables à l'indépendance, sauf que les Serbes de Bosnie ont boycotté ce référendum. Donc le résultat n'était pas très représentatif. Très rapidement après, les tensions vont monter entre les différentes populations, avec des actions de plus en plus violentes de chaque camp. Les Serbes de Bosnie vont former une armée équipée et financée par la Serbie, bien sûr. Évidemment. Le 6 avril 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. Les Serbes de Bosnie demandent la partition de la Bosnie avec un territoire serbe indépendant, la République serbe de Bosnie, Republika Srpska, qui sera refusée et la guerre va commencer. L'armée serbe de Bosnie va attaquer les territoires bosniaques proches de la frontière serbe, en commençant par la ville de Zvornik, où l'ensemble de la population bosniaque sera massacrée ou déportée. Le président de Bosnie demande alors une intervention militaire des Nations Unies, mais ils vont préférer envoyer une délégation pour négocier une paix qui ne mènera à rien. Comme toujours. Une semaine après, cette armée serbe encerclait et attaquait Sarajevo. Alors que les combats font rage, les massacres se perpétuent malgré la présence des casques bleus de l'ONU, leur application se limitant à un mandat strictement humanitaire. Situation cornélienne. L'ONU essayera à plusieurs reprises de mettre fin au combat. D'ailleurs, du début de la guerre jusqu'au 12 octobre 1995, il y aura eu 35 tentatives de cessez-le-feu, qu'une soit de réel succès. Au printemps 1993, pour le gouvernement de Bosnie, les choses ont même empiré. La Croatie veut aussi sa part du gâteau de la Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement bosniaque va apprendre que sur ordre de la Croatie, les soldats croates de Bosnie vont se retourner contre leur allié bosniaque dans le sud du pays. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Je me demande comment il va tenir le coup. Oui, pire, les soldats croates vont mettre les Bosniaques capturés dans des camps de concentration qui donneront des images rappelant celles de la Deuxième Guerre mondiale. La Bosnie-Herzégovine sombre dans le chaos le plus total. Les malheurs de la guerre. Mais Bill Clinton va être élu président des États-Unis et lui, il souhaite intervenir. Il menace la Croatie de sanctions économiques pour leur imposer de faire la paix avec la Bosnie. La Croatie, qui avait perdu, je le rappelle, des territoires en faveur de la Serbie, qu'elle aimerait bien récupérer, souhaite garder de bonnes relations avec les États-Unis. Elle va donc, en mars 1994, signer l'accord de Washington qui met fin à la guerre entre les Bosniaques et les Croates. Le territoire détenu par les forces croates et bosniennes est divisé en 10 cantons autonomes, créant ainsi la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le problème des Croates étant réglé, Bill Clinton va maintenant s'occuper de l'armée serbe de Bosnie. Comment? Il demande l'intervention militaire de l'OTAN, mais l'ONU étant toujours présent, leurs membres vont être régulièrement pris en otage pour éviter les interventions des forces de l'OTAN. Mais en juillet 1995, les forces serbes vont pénétrer dans la ville de Srebrenica, déclarer officiellement une « safe zone » sous la protection de l'ONU, où un grand nombre de Bosniaques se sont réfugiés. Là, l'armée serbe de Bosnie va séparer les hommes des femmes, déportera les femmes, et va exécuter plus de 8000 hommes et garçons. Innocentes victimes de ces individus sans foi ni loi. Pour Bill Clinton, ce sera le massacre de trop, surtout que peu de temps avant, il y a eu le génocide au Rwanda où les Occidentaux ne sont pas intervenus. Bill Clinton étant accusé de lâcheté, il ne veut pas que cela se reproduise en Bosnie. Il fait intervenir les forces de l'OTAN pour imposer par la force l'arrêt des combats. De plus, la Croatie pendant ce temps-là a renforcé son armée et lance une grande offensive pour récupérer leurs anciens territoires. L'armée croate, pour s'assurer que les Serbes ne reviendront pas, vont les expulser, puis brûler leur village et exécuter ceux qui ne voudront pas partir. Sous toute cette pression, les Serbes acceptent de négocier et en novembre 1995 est signé des accords de Dayton.
Eh, ne vous emballez pas, hein. On ne sait pas ce que tout ça nous réserve. C'est effectivement loin d'être une solution idéale. La Bosnie-Herzégovine est divisée en deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine qu'on avait vu et la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska. Il y a une présidence tripartie avec les trois peuples du pays, mais l'autorité ultime est confiée au haut représentant de la communauté internationale, clair, le pays est sous tutelle. Ces accords marquent quand même la fin des conflits en ex-Yougoslavie. Enfin presque. Qu'est-ce qui se passe encore ? Le Kosovo, dont la population est à 80% d'origine albanaise, estime que vu que toutes les républiques de Yougoslavie sont devenues indépendantes, lui aussi il veut aussi son indépendance. Mais officiellement, c'est un territoire de Serbie. Donc pour Milosevic, hors de question, surtout qu'il y a le site de la bataille des Champs des Merles. L'armée de libération du Kosovo lance alors une insurrection. Un genre de putsch. Milosevic envoie l'armée yougoslave pour réprimer dans le sang et lancer une campagne massive d'expulsion des Albanais du Kosovo. Les Américains décident d'une intervention des armées de l'OTAN, cette fois-ci sans l'autorisation de l'ONU. Ils décident de faire une campagne basée uniquement sur des bombardements. De nos jours, il y a de moins en moins de techniciens pour le combat à pied. L'esprit fantassin n'existe plus. Et ils vont pas faire dans l'indentelle puisqu'ils vont même bombarder Belgrade, la capitale de la Serbie. Sous ce déluge de feu, la Serbie capitule et un cessez-le-feu est signé le 11 juin 1999. L'armée yougoslave quitte définitivement le Kosovo, ainsi que les forces de police et paramilitaires. Le Kosovo devient donc physiquement indépendant, sous protection. On va encore voir arriver les casques bleus. Effectivement, l'ONU a créé la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Kosovo, qui déclarera son indépendance en 2008, mais qui n'est pas reconnu par tous les États. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin des guerres de l'ex-Yougoslavie. D'ailleurs, la Yougoslavie n'étant plus que la Serbie et le Monténégro, le 4 février 2003, le nom officiel de République fédérative de Yougoslavie a été changé en Serbie et Monténégro. Si la Yougoslavie avait cessé d'exister à partir de son éclatement en 1991, c'est à cette date qu'officiellement la Yougoslavie disparaît définitivement. Et puis finalement, en 2006, le Monténégro deviendra indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ce que j'en pense, encore une fois, je sais que pour les guerres, les gens aiment bien mettre d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Si nous pouvons dire que la population musulmane de Bosnie est celle qui a eu le plus de victimes, il faut quand même se souvenir que ce n'est pas la seule population et qu'il n'y a pas qu'une seule armée coupable de crimes de guerre durant ces conflits. Sans doute, leur triste destin doit être une leçon. Oui, effectivement, car à l'heure où l'Europe est en crise politique, il est aussi bon de se souvenir que ce rêve d'un pays réunifiant différentes nations a explosé, sombré dans l'horreur à cause de la montée au pouvoir des partis nationalistes. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à partager. Kenavo.